Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à l'équipe qui a organisé cette journée de me permettre de présenter cette activité médico-judiciaire donc au sein de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. A priori, mon directeur, M. Saint-Hubert, vous en a un petit peu parlé ce matin. Et donc, j'ai décidé de déborder un petit peu le sujet et non pas présenter simplement l'activité médico-judiciaire où on travaille en lien avec la justice, mais de vous présenter aussi la cellule d'aide qu'on a mis en place depuis maintenant quelques mois et qui aide les professionnels de santé qui s'interrogent sur d'éventuelles violences sur mineurs. La diapo suivante. Alors, on ne peut pas commencer à parler de violences sur mineurs sans avancer des chiffres. Il y a de ça quelques années, quand on parlait de violences sur mineurs, et pour retenir un chiffre qui était relativement simple, c'est on parlait de 10%. 10%, c'était les chiffres qui étaient avancés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui faisaient dire que dans un État comme la France, avec son niveau de développement socio-économique, il y avait à peu près 10% des enfants qui, à un moment donné, étaient ou avaient été victimes de violences toutes confondues. 10%, ça ne peut pas forcément dire grand-chose, mais quand on regarde et qu'on sait qu'en France, une classe au niveau scolaire, c'est composé d'une trentaine d'enfants, on sait que chaque année, le professeur va avoir dans sa classe à peu près 3 enfants qui ont été ou qui sont victimes de violences. Les chiffres qui sont un petit peu plus récents et qui figurent dans une instruction qui définit le parcours de soins des enfants victimes de violences, ça date de la fin de l'année 2021, ils sont les suivants. Ils disent qu'il y a 10% des enfants qui ont été ou qui sont victimes de violences psychologiques, 4 à 16% en fonction des études victimes de violences physiques, 15 à 30% des filles et 25% des garçons qui sont exposés aux violences sexuelles. Et on considère maintenant qu'un enfant qui est témoin direct ou indirect de violences conjugales est lui-même victime de violences. C'est-à-dire que dans l'unité, lorsqu'on voit des femmes victimes de violences conjugales, on s'interroge et on les interroge de savoir si potentiellement leurs enfants ont pu être témoins ou non de violences sur elles-mêmes. Il faut s'imaginer en effet qu'un enfant qui est enfermé dans sa chambre par le papa et qui entend les cris de sa maman dans une autre salle, c'est parfois plus traumatisant que d'assister psychologiquement, c'est plus traumatisant que d'assister en direct à la scène de violence. La diapo suivante. Alors, je vous ai mis le diaporama, vous pourrez en disposer. Après les conclusions, je vous ai mis quelques données qui peuvent potentiellement vous intéresser. Et là, vous avez la dernière circulaire, l'instruction du ministère de la Solidarité et de la Santé qui définit la structuration du parcours de soins pour les enfants victimes de violences. L'idée est qu'en France, il existe dans chaque département au moins une unité telle que la nôtre. La diapo suivante. Alors en France, donc ces unités, on a des acronymes un petit peu barbares. On a les UAPED, les unités d'accueil pédiatrique de l'enfant en danger. Ces unités sont équipées quelque part de 2 sous-unités. Une unité judiciaire, où vous avez des enquêteurs qui vont venir au sein de l'hôpital entendre l'enfant et entouré des équipes hospitalières, souvent des équipes médico-psychosociales, des médecins, des psychologues et des assistantes sociales. Donc vous avez ces unités judiciaires. On avait il y a quelques années un enfant qui allait vers le professionnel. Le lundi, il allait voir le médecin légiste. Le mardi, il était entendu dans un commissariat. Le mercredi, il allait voir le psychologue. Maintenant, c'est l'enfant qui vient un jour à l'hôpital et ce sont l'ensemble de ces professionnels qui vont vers lui. Et on a, pour constituer une UAPED, on a la nécessité d'avoir également une unité ressources, c'est-à-dire une unité qui conseille les professionnels de santé qui s'interrogent sur de potentielles violences sur mineurs avec des enfants qui sont en phase 2. La diapo suivante. Alors, en Vendée, on a ces 2 sous-unités. On a le CAVIM et la CAPED, avec 2 logos réalisés par le service de communication de l'hôpital. Le logo de gauche, pour vous, le CAVIM, est le nouveau logo qu'on a inauguré à l'occasion de nos 10 ans d'exercice. Donc, diapo suivante. Donc la CAVIM, c'est le centre d'accueil vendéen des victimes mineures. C'est une unité judiciaire qui a eu 10 ans cette année. Et en parallèle, nous avons la CAPED sur la diapo suivante.
Non, ça, ce sont nos financeurs, donc nos partenaires. On a bien entendu l'Agence régionale de la santé qui nous finance. On a comme partenaire le Conseil départemental de la Vendée qui finance un poste de psychologue au sein de l'unité. On a la justice sur laquelle à chaque fois qu'on voit un enfant, on envoie une facture à la justice et qui nous permet de financer un petit peu le service, hein, parce que pour chaque enfant qu'on voit, où on passe une demi-journée, la justice nous rémunère à hauteur de 85 €. Et on a la voix de l'enfant, donc qui nous aide un petit peu techniquement et qui soutient aussi les projets de l'ensemble de la France. On a le CH Mazurel et la préfecture de la Vendée, bien entendu, mais M. Saint-Hubert a dû vous en parler ce matin, le CHD. La diapo suivante. Donc, je vous ai parlé de la CAVIB, la CAPED, donc c'est une unité ressources qui a été créée récemment, en mars 2022, avec un financement ARS. C'est la cellule d'appui aux professionnels de l'enfance en danger. La diapo suivante. Alors, les missions pour la CAVIM. Donc, la diapo suivante. Donc, si on veut résumer, c'est soulager la souffrance de l'enfant et lui permettre de vivre et non de survivre. Et notre deuxième mission, c'est ne pas ajouter à la violence de l'auteur la violence de la prise en charge médico-judiciaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un mineur qui va devoir le lundi aller voir le médecin légiste, le mardi être entendu dans un commissariat, dans un bureau où il y a 2 enquêteurs et il y en a un qui va s'occuper d'un vol de voiture et en même temps on interrogera le mineur. C'est la réalité, ça existe de moins en moins. Ce n'est pas une mauvaise volonté des forces de l'ordre, mais c'est une réalité auquel ils sont contraints. Et on évite maintenant de plus en plus cette évolution et maintenant c'est le mineur qui est au centre de sa prise en charge au sein de la structure hospitalière. La diapo suivante. Donc notre première mission, c'est offrir un cadre sécurisant et adapté à l'enfant pour faciliter son expression. Donc la diapo suivante. Donc c'est un lieu, c'est le CAVIM. Alors vous voyez que c'est quand même relativement sobre. Quand on parle d'accueillir dans de bonnes conditions, on a en même temps une sobriété qui peut paraître excessive. Mais l'idée est que le mineur doit répondre avant tout aux questions de l'enquêteur lorsqu'il est dans cette salle et en aucun cas être perturbé par un dessin, par une télé qui serait allumée, par un jouet qui est sur place. Donc les jouets sont rangés. Vous voyez sur la photo de gauche, le petit casier blanc, ça cache une maison de poupée où l'enfant va pouvoir montrer qu'il était dans telle pièce et qu'il a entendu des cris dans telle autre pièce, que la personne était couchée de telle façon dans le lit et qu'elle lui a demandé de venir de telle façon sur lui. Donc c'est caché pour l'instant, mais l'enquêteur, s'il en a besoin à un moment donné, va pouvoir le montrer. Et vous avez aussi, et c'est sur la photographie de droite, un tableau Velleda sur lequel l'enfant va pouvoir dessiner. La diapo suivante. On a, comme dans toutes les unités, même si ça sert de moins en moins, on a les poupées avec des visages différents, mais surtout l'intérêt pour l'enquêteur de demander au mineur de montrer ce qu'il entend par sa zézette, sa nénette ou autre. On sait au moins de quoi on parle, tout en sachant que l'ensemble de l'audition est filmé, c'est-à-dire que quand le mineur va dire qu'il appelle sa partie intime la zézette et qu'il montre sur la poupée l'endroit où ça se situe, il n'y a plus de doute, plus d'ambiguïté, on ne pourra pas dire qu'il était en train de parler de son bras alors qu'il parlait d'autre chose. La photographie du milieu, c'est la maison de poupée, et puis enfin l'enfant peut dessiner, en sachant que si le dessin est estimé comme étant intéressant, il peut être saisi par les forces de l'ordre et annexé à la procédure. Et en même temps, quand ils dessinent, parfois des enfants vont dessiner sur le tableau Velleda en se disant qu'il n'y aura pas de traces après, ça va rester. C'est quand même filmé et c'est enregistré, donc ça reste à la procédure. La diapo suivante. Notre deuxième mission, c'est de mettre à disposition un matériel permettant que l'audition de l'enfant soit filmée et puisse servir à l'enquête. La diapo suivante. Donc notre local, il y a une salle d'audition et en même temps, annexé juste à côté de cette salle d'audition, il y a une salle technique dans laquelle il y a un enquêteur. Alors là, on a une glace sans teint pour que l'enquêteur qui est dans la salle technique puisse voir ce qui se passe dans la salle d'audition, mais dans la réalité, les nouvelles unités n'ont pas cette glace sans teint parce que vous voyez qu'il y a une caméra, une unité d'enregistrement qui filme tout. Et au terme de l'audition, c'est gravé sous 2 DVD qui sont mis sous scellés par les forces de l'ordre. Et quand un avocat ou quand un juge d'instruction ou quand un magistrat a besoin de savoir ce qui s'est passé, il peut soit
lire la retranscription intégrale de l'audition qui est faite par les enquêteurs. Donc ça demande un temps extraordinaire, hein. C'est-à-dire que pour 15 minutes d'audition, on a à peu près pour un enquêteur une demi-journée parce qu'il doit retranscrire les silences, il doit retranscrire les mimiques de l'enfant, il doit tout retranscrire. Donc le magistrat a soit la possibilité de lire et ne pas réentendre l'enfant, soit il a la possibilité de visualiser le CD. Et ça, c'est bon pour l'ensemble des parties, c'est-à-dire qu'on va éviter au maximum, bien entendu, de faire répéter à l'enfant ce qu'il a déjà dit une première fois. Dans cette salle d'audition, il y a un deuxième enquêteur, donc un premier qui réalise l'audition, et ce deuxième enquêteur aide un petit peu le premier, c'est-à-dire que Madame Proutot disait qu'on fait bien ce qu'on fait à deux, c'est-à-dire être à deux, c'est quand même plus simple. Et bien dans le cas présent, le deuxième enquêteur va pouvoir, à un moment donné, faire un petit break, demander à faire un petit break à son collègue. Ils vont pouvoir échanger en disant « tu n'as pas posé telle question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que tu la poses ?» Ou au contraire, est-ce que tu as vu qu'à tel moment, il a commencé un peu à se tortiller sur le siège alors qu'avant, il ne le faisait pas. Donc ça permet de débriefer et ça a plus de valeur. La diapo suivante. Donc c'est éviter aux mineurs de nouveaux traumatismes provoqués au cours des diverses phases de l'enquête par la répétition du récit des violences. Donc c'est des techniques d'audition qui sont vraiment très spécifiques avec de plus en plus de gendarmes et de policiers qui sont formés. On peut mettre la diapo suivante. Donc la technique d'audition en France, c'est le protocole NICHD. Donc je vous épargnerai ma prononciation anglaise de ce que ça veut dire, j'ai préféré la retranscrire. Ça permet de recueillir le témoignage de l'enfant, témoin ou victime. Ça a été créé aux États-Unis, ça a été ensuite traduit pour être adapté à la langue française par Mireille Cyr, qui est une psychologue canadienne. Et c'est maintenant assez largement utilisé dans les unités telles que la nôtre en France pour entendre l'enfant. Et notamment à partir de 4 ans, parce qu'il faut un certain niveau de verbalisation. Il va devoir répondre, il va devoir raconter et répondre à des questions. Donc il faut bien entendu qu'il ait un certain niveau de verbalisation. Et au départ, même si maintenant c'est utilisé plus largement, c'était surtout destiné à entendre des enfants victimes de violences sexuelles. La principale vertu de ce protocole, c'est d'être non suggestif. Il ne faut pas que la question induise la réponse. Et Dieu sait si c'est facile pour un enfant, surtout quand il est en bas âge, de lui faire dire que son agresseur était grand, qu'il n'avait plus de cheveux et qu'il portait une chemise verte. C'est extrêmement facile. Donc c'est toute une technique qui est non suggestive et avec des questions qui sont adaptées aux capacités de l'enfant. C'est utilisé très largement en France, surtout depuis 2015, avec une structure qui est identique quels que soient les enquêteurs, avec 3 phases, une phase prédéclarative, une phase déclarative et une phase de clôture. Pendant la phase prédéclarative, l'enquêteur va s'assurer du niveau de verbalisation de l'enfant. Il va lui faire raconter une histoire. Il va s'assurer aussi que l'enfant est en capacité de comprendre ses questions, de lui répondre non quand la réponse est non et ne pas être impressionné. On est en face de gendarmes ou de policiers, parfois en uniforme. Donc il faut savoir à un moment donné dire non à un gendarme. Il faut savoir aussi lui dire « je n'ai pas compris ta question ». Et s'il n'a pas compris la question, la reformuler. Et aussi à un moment donné, si l'enfant n'a pas la réponse, qu'il soit en capacité de dire « je n'ai pas la réponse ». Donc ça, c'est la phase prédéclarative qui est surtout centrée sur l'enquêteur qui demande à un enfant de lui raconter une histoire qui est le dernier match de foot, sa dernière journée à l'école, le dernier repas. Et c'est à partir de ça qu'il essaye d'élaborer la stratégie qui va constituer la phase déclarative où là, on va vraiment parler des événements. Et ensuite, il y a une phase de clôture où l'enquêteur va faire une espèce de synthèse de ce que l'enfant a dit, en présence de l'enfant, bien entendu. Il va vérifier que l'enfant n'a pas des éléments à rajouter. Il va aussi, surtout, laisser une ouverture, c'est-à-dire dire à l'enfant ou à ses parents, si jamais il y a des idées qui reviennent, il ne faut pas hésiter à venir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mineurs que l'on rencontre sont excessivement rarement des mineurs qui ont été victimes d'agressions la veille, ou même dans la semaine, mais plus fréquemment, c'est des mineurs qui ont été victimes d'agressions il y a 6 mois, 1 an, parfois plusieurs années. Et bien entendu, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des souvenirs de ce qui s'est passé à distance. Et bien souvent aussi, on a des mineurs qui ont été victimes non pas d'une agression, mais bien plus fréquemment, c'est 3/4 des cas, de plusieurs agressions. La diapo suivante. Le facteur clé d'un bon recueil de l'information, c'est la qualité des questions. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des enquêteurs qui soient formés. On a
de bonnes relations en Vendée, à la fois avec la police et la gendarmerie. La Vendée, c'est 30% de policiers et 70% de gendarmes. Donc on travaille bien entendu plus fréquemment avec les gendarmes. Et il y a eu une ouverture, il y a de ça quelques mois, au niveau de la gendarmerie, de la MPF, la Maison de protection des familles, avec 5 enquêteurs qui sont formés à l'audition des mineurs. Et on travaille maintenant quasiment plus qu'avec ces enquêteurs pour les auditions. Et ça rend les choses quand même beaucoup plus faciles. La diapo suivante. La 4e mission, c'est favoriser le travail pluridisciplinaire entre les enquêteurs, les professionnels de l'unité et les professions de la justice. Ce qui se passe dans notre unité, c'est que quand un mineur arrive, il est dans un premier temps accueilli par la psychologue qui essaye de voir comment il va. Il est ensuite entendu par les forces de l'ordre et on propose à la fin de cette audition et après un débriefing avec les forces de l'ordre, on propose une prise en charge médico-psychosociale, c'est-à-dire on l'examine si on a besoin de l'examiner. On ne fait pas des examens qui sont inutiles, notamment d'un point de vue gynécologique, et surtout on l'examine s'il accepte qu'on l'examine. Il est pris en charge par la psychologue, alors où on fait des entretiens séparés ou des entretiens médico-psychologiques pour voir à la fois le retentissement des faits, le retentissement de l'audition et aussi le retentissement, comment il s'est senti depuis les faits. Et on a pendant ce temps-là l'assistante sociale qui peut rencontrer les parents ou rencontrer les accompagnants pour voir ce qui est déjà existant pour ces mineurs. La diapo suivante. Et on concilie aussi la prise en charge, la prise en compte de la souffrance de l'enfant et les nécessités de l'enquête, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le domaine de l'instruction, avec un double secret. Quand on travaille dans une unité médico-légale, on est à la fois le secret professionnel, le secret médical, mais aussi le secret de l'instruction. On a très régulièrement des procès-verbaux d'audition de mise en cause en garde à vue, des procès-verbaux d'audition de témoins, des parents. On a aussi lecture de l'audition de l'enfant si elle n'a pas été faite chez nous. Donc on a affaire à un certain nombre d'éléments. On doit communiquer avec la justice sur ces éléments, ne pas communiquer avec la famille et l'entourage sur ces éléments. Et puis accompagner aussi l'enfant. Le tout, c'est pas alors qu'il est sorti d'une espèce d'enfer, l'histoire n'est pas de le laisser seul dans le désert. Donc il faut l'accompagner. La diapo suivante. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? On a une unité CAVIM qui a maintenant 10 ans cette année. La première année, on a accueilli un peu plus de 200 enfants, 226. L'année dernière, 524 mineurs. Je pense que cette année, on va terminer à plus de 600, ou du moins juste plus de 600. La question qu'on peut se poser, donc ça fait plus 130% depuis la création de l'unité, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on voit tous les enfants qui sont victimes de violences en Vendée? Donc c'est la diapositive suivante. Alors, elle n'est pas forcément simple, mais regardez surtout la partie basse. Alors, dans la partie haute, on a recensé, dans ce qui s'appelle l'État 4001, c'est le recensement de toutes les plaintes qui existent au niveau national, et ce, département par département, mois par mois et année par année. On a repris, pour la Vendée, les atteintes sexuelles sur mineurs, les violences autres sur mineurs, donc c'est-à-dire généralement les violences physiques, les négligences et les violences psychologiques dont parlait Marie Sproutot, les agressions sexuelles ou harcèlement sexuel et le viol. Et on s'aperçoit que si on voit, par exemple, 600 enfants sur l'année 2022, ou si on en a vu aux alentours de 550 sur l'année 2021, au total, en Vendée, il y a eu 1058 enfants pour lesquels il y a une plainte qui a été déposée. C'est-à-dire que nous n'avons vu dans notre unité, et c'est dommage, que un peu plus de 40% de ces mineurs. Donc il y a un travail qui est nécessaire pour augmenter au fil du temps ce pourcentage. La diapo suivante. La CAPED. Diapo suivante. Donc la CAPED, il y a un constat qui est simple, c'est de dire que quand on reprend les chiffres que je vous présentais tout à l'heure, à savoir qu'on a, si on s'en tient aux 10%, on a dans une classe 3 enfants, dans une consultation de médecine générale ou dans une consultation de pédiatrie, c'est à peu près pareil, on a forcément un professionnel qui, un jour ou l'autre, va être confronté à des violences sur mineurs. Quand on imagine à ce jour un professionnel qui va rencontrer un jeune atteint d'une épilepsie, c'est 0,5% de la population pédiatrique, il est hors de question pour ce professionnel de gérer seul
cette prise en charge. Il va forcément à un moment donné s'adresser à des imageurs pour faire des IRM, s'adresser à des neurologues pour avoir un électroencéphalogramme. Il va s'adresser à des professionnels de la spécialité. Il faut maintenant que pour la prise en charge des mineurs victimes de violences, ce soit identique, c'est-à-dire que le professionnel de santé doit pouvoir à un moment donné demander conseil à un professionnel de la question. Il y a de ça quelques années, on s'est aperçu que même dans la spécialité de médecine légale, la médecine légale adulte n'avait pas grand-chose à voir avec la médecine légale du mineur. C'est pour ça qu'il a été créé, en plus de la Société française de médecine légale, une société française de pédiatrie médico-légale avec ses spécificités. Ça montre bien que les violences sur mineurs, c'est vraiment à part. La diapo suivante. Donc nos missions à la CAPED, c'est pour l'ensemble des professionnels de santé de la Vendée. Alors pourquoi de santé et non pas pourquoi pas les professionnels qui prennent en charge les enfants, parce qu'on avait peur sur la première année d'être dépassés, donc on élargira peut-être secondairement. Hors procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu, contrairement au CAVIM, où on n'intervient que lorsqu'il y a eu une plainte et on intervient à la demande de la justice. Là, on intervient pour toute demande de professionnels de santé. On aide les professionnels, qui soient intra-hospitaliers ou extra-hospitaliers, à dépister, à évaluer et à prendre en charge des situations de mineurs en danger ou en risque de danger. On travaille en étroite collaboration. Marie Sproutot, vous parlez de la CRIP. On travaille en collaboration avec la CRIP. L'idée est de ne pas avoir de redondance. Ce n'est pas la peine de faire deux fois la même chose, avec une équipe pluridisciplinaire. Depuis que l'unité a été créée, donc, on a pris en charge, je regardais ce matin, on a pris en charge 125 mineurs sur les quelques mois. Donc, voilà, ça montre qu'il y a quand même une unité à ce que cette unité soit, enfin, une utilité à ce que cette unité ait été créée. On a un temps médical, un temps de secrétariat et un temps d'assistante sociale. Les budgets ne nous permettaient pas d'avoir de temps de psychologue. La diapo suivante. En pratique, on est sollicité par un professionnel, que ce soit par téléphone ou par courriel. Et nous, ça peut aller du simple conseil. Marie Sproutot parlait d'une ecchymose, on peut parler d'une fracture, on peut parler d'un carnet de vaccination mal rempli, on peut parler d'un carnet de santé où il y a énormément de professionnels et on voit qu'il y a une espèce d'itinérance qui peut être un peu suspecte. À partir du moment où on discute de cette situation avec le professionnel et on essaye d'apporter une réponse. Telle ecchymose, oui, en effet, c'est à tel endroit, mais d'un autre côté, il y a un mécanisme qui l'explique, donc il ne faut pas s'affoler, ou au contraire, on a une relative inquiétude et ça peut entraîner soit la rédaction d'une information préoccupante à destination de la CRIP, comme l'expliquait Marie Sproutot, ou un signalement à destination de la justice. Donc on peut rencontrer le mineur. Quand c'est une rédaction d'une IP ou d'un signalement, on peut soit le rédiger à la place du professionnel s'il se sent en difficulté. On peut avoir des familles dans des milieux, comment dire, dans un peu des déserts médicaux en Vendée où le professionnel qui va rédiger et qui en informe la famille, on peut avoir une coupure du lien avec la famille, donc c'est pas toujours très bon. Ça peut être plutôt à nous de la rédiger et ça facilite la prise en charge, la continuité de la prise en charge par ce professionnel. Donc on peut aider à la rédaction ou rédiger à sa place. La diapo suivante. Pour vous montrer un peu, en conclusion, pour vous montrer un petit peu le chemin parcouru, cette phrase du début du XXe siècle par un psychiatre, le témoignage de l'enfant doit toujours être considéré, sinon comme irrecevable, du moins comme extrêmement suspect, et n'être accepté que sous bénéfice d'inventaire et de contrôle. Le devoir du médecin légiste est d'éclairer les magistrats sur le peu de valeur probante que comportent les témoignages ou les renseignements émanés de l'enfant. Il faut savoir que beaucoup de nos rapports, médico-légalement et médicalement, on ne constate pas grand-chose. Donc la plupart du temps, on termine avec cette phrase un peu répétée qui est « la normalité de l'examen clinique n'excluant rien les faits tels qu'ils sont rapportés ». Donc ça montre que les choses ont beaucoup changé. Et pour terminer sur deux notes un petit peu positives, la première, c'était cette citation sur la diapo suivante de Nelson Mandela qui dit « Nous devons à nos enfants, les êtres les plus vulnérables de notre société, une vie exempte de violence et de peur ». Et pour terminer, juste avant de passer sur la diapo suivante, je voulais juste vous parler de notre nouvelle recrue qui va arriver dans le courant de l'année 2023. Voilà.
C'est un chien d'assistance judiciaire, un projet qui a été initié notamment par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne à l'initiative de sa présidente, Madame Reynaud, et de Monsieur Couvignoux, qui est procureur de la République. C'est un chien qui aide et qui facilite la libération de la parole. Donc on devrait accueillir, alors c'est pas ce chien-là, parce que le nôtre est né, certainement, parce qu'ils ont 18 mois de formation, mais il ne sera récupéré que sur le dernier trimestre 2023, avec le principe d'un contrat de travail pour ce chien. De familles d'accueil, c'est-à-dire que c'est un chien qui aura 2 ou 3 familles d'accueil, avec un peu comme dans les situations de séparation, une garde alternée, et puis qui aura aussi des gens qui pourront s'occuper du chien quand il sera dans le service, de façon à aider le chien et l'enfant aussi à libérer la parole. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Boisdin. Monsieur le professeur Gilles Berru, qui devait intervenir par la suite, ne pourra pas être avec nous cet après-midi. Donc, nous allons passer directement à la table ronde sur les maltraitances à domicile. Ah, il y a quelques questions, pardon. Ah, oui, en effet, je ne vous avais pas vu. Il y a quelques semaines est passé sur Attends, France 2. on vous entend pas. Sur Si, ça marche, mais il faut le mettre près de votre bouche. Ah, pardon. Et puis, pour enlever mon truc. Ouais. Donc, il y a quelques semaines est passé sur France 2 dans le cadre de l'émission Infrarouge, une émission qui avait lieu, je crois, à Saint-Malo, où on voyait, qui illustrait complètement ce que vous venez de dire, où on voyait effectivement des jeunes majeurs, des mineurs en tout cas ici, qui étaient interrogés par une brigade de gendarmes totalement spécialisée, avec l'installation dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc si c'est encore sur France 2, vous pouvez éventuellement aller voir. Oui, vraiment, vous pouvez la voir en replay. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque unité jusqu'à présent s'est développée un peu comme elle avait envie de se développer, avec bien entendu une cohérence et une rigueur, mais on s'est développé comme on souhaitait. En Vendée, notre unité est essentiellement gérée par la médecine légale, avec bien entendu des recours à des psychologues. Vous avez, pour ce qui concerne Saint-Malo, une unité qui s'est développée dans un centre hospitalier psychiatrique, à l'initiative de psychiatres et avec, quand il y a nécessité d'un avis médico-légal, donc ce qui est quand même très fréquent, quand il y a nécessité d'un avis médico-légal, l'enfant est obligé de changer d'hôpital. Donc, mais après, voilà, chaque département fonctionne un peu comme il a envie de fonctionner pour l'instant. Mais l'idée justement de cette instruction est d'avoir une harmonisation des pratiques, ce qui est une bonne chose. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on voit donc sur les 600 enfants, on voit 70% de jeunes filles, pour faire simple, 70% de violences sexuelles. Et on a un âge moyen qui varie en fonction des années entre 10 et 12 ans. Les années où on a 10 ans, c'est les années où on a beaucoup de morts de bébés secoués. Bien entendu, ça survient à quelques mois de vie, donc forcément, ça fait chuter notre moyenne. On a 3/4 de faits qui sont des faits répétés et 3/4 des situations qui sont des situations de violence intrafamiliale et 1/4 de situations, bien entendu, de violence extrafamiliale. Merci beaucoup. Dire l'invisible. Encore ouais. Une dernière question, puis on enchaînera sur la suite. Bonjour, je voulais juste savoir, pour venir en consultation donc sur cette unité, est-ce qu'il faut forcément que ça passe, du coup, que ça transitionne par une plainte déposée dans un commissariat ou dans une gendarmerie ? Ou est-ce que les victimes peuvent se présenter spontanément en fait, dans votre unité sans passer par cette transition-là ? Alors, l'accès à l'ACAPED, l'unité ressources, c'est forcément orienté par un professionnel de santé et en effet, on peut voir l'enfant à ce moment-là. Sur la CAVIM, qui est l'unité judiciaire, il faut qu'il y ait c'est après une plainte ou un signalement et c'est à la demande de l'autorité judiciaire et ça s'organise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 gendarmes qui soient disponibles.
Il faut pouvoir amener l'enfant en sachant que si je vous dis qu'il y a 3/4 des situations qui sont des violences intrafamiliales, ben, il vaut mieux pas que ce soit le papa ou la maman qui soit à la fois la personne qui agresse et à la fois la personne qui accompagne. Il faut qu'on voit un petit peu ce dont on a besoin, c'est-à-dire je vous ai parlé de prise en charge médico-psychosociale. Parfois on se dit que l'assistante sociale ne sera pas utile, donc il faut avoir les deux professionnels disponibles. Donc c'est uniquement, ça se prépare à l'avance et en même temps c'est uniquement sur réquisition judiciaire que nous intervenons. Là, pour juste une petite précision par rapport à ce que vous dites et qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure je vous ai dit que beaucoup de nos rapports se terminent par la normalité des faits, n'excluant rien les faits tels qu'ils sont présentés. Ce qui veut dire aussi que si on accueillait des enfants avec leurs parents, avant une réquisition judiciaire, on serait parfois dans la difficulté parce que les parents, se disant la normalité des faits n'excluant rien les faits tels qu'ils sont rapportés, certes, mais d'un autre côté, le médecin n'a rien vu. Si le médecin n'a rien vu, c'est qu'il ne s'est rien passé. S'il ne s'est rien passé, je ne dépose pas plainte. Donc c'est pour ça qu'on préfère quand même avoir cette... on a la certitude quand les enfants viennent chez nous, qu'il y a, sur le côté CAVIM, qu'il y a une prise en charge judiciaire qui est présente, qui est initiée. Après, sur la CAPED, ben, si on en voit l'utilité, nous on fait un signalement, une information préoccupante. Donc là, on va rentrer dans ce système en sachant qu'on a des enfants qu'on voit dans un premier temps au niveau de la CAPED et dans un second temps, quelques temps après, au niveau de la CAVIM parce qu'on a fait un signalement et l'enquête est débutée. Merci.